Au moins un mort et plusieurs blessés dans des bombardements sur Kiev ce jeudi. Ils ont eu lieu pendant la visite du secrétaire général des Nations Unies dans la capitale ukrainienne. À Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, de nouveaux accrochages entre manifestants palestiniens et policiers israéliens font une quarantaine de blessés. La réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Ankara veut le soutien économique de Riyad et met de côté l'assassinat de Jamal Khashoggi à Istanbul. À Kiev, au moins une personne est morte dans des frappes de missiles sur des immeubles résidentiels jeudi. Cette femme était productrice à Radio Liberty, un média financé par les États-Unis. Il y a aussi plusieurs blessés. Le bombardement est arrivé en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies dans la capitale ukrainienne. Pour le président Volodymyr Zelensky, cela en dit long sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce qu'elle représente. Je ne pense pas que le fait que le secrétaire général soit ou non dans la capitale ukrainienne soit important. Ce qui compte, c'est qu'une attaque a eu lieu. Et cela m'a choqué parce que Kiev est une ville sacrée à la fois pour les Ukrainiens et les Russes. Je pense que cette ville est spéciale avec sa beauté extraordinaire, sa grande importance historique, son héritage culturel. Évidemment, cela m'a choqué. Juste avant le bombardement, Antonio Guterres avait reconnu l'échec du Conseil de sécurité des Nations Unies à empêcher et mettre fin à la guerre. Le président américain Joe Biden a réclamé au Congrès 31 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. Plus de la moitié sera consacrée à l'aide militaire. Ce montant considérable reflète la volonté de Washington de soutenir Kiev à tout prix. Le coût de ce combat ne sera pas faible, mais céder devant l'agression sera plus coûteux si on la laisse se dérouler, justifie Joe Biden. La Suède renforce sa présence militaire sur l'île stratégique de Gotland, dans la mer Baltique. Des avions russes ont pénétré dans son espace aérien en mars dernier et Stockholm craint que Moscou n'organise d'autres provocations militaires si la Suède rejoint l'OTAN. Au micro d'Euronews, le nouveau commandant militaire de Gotland s'est dit prêt à toute éventualité. J'aimerais avoir plus de défense aérienne, j'aimerais avoir plus de chars. Je suis un officier de l'armée et je veux toujours plus de chars, mais je dois souligner que nous sommes en train de construire cette capacité en ce moment même. Nous avons un haut niveau de préparation à Gotland. Gotland peut être défendu et sera défendu. Dans la capitale suédoise, Euronews a rencontré un des grands spécialistes en politique de sécurité des pays nordiques. Il conseille les décideurs au plus haut niveau. Le Kremlin n'a pas mâché ses mots. Il pourrait y avoir des conséquences militaires si la Suède rejoint l'OTAN. Est-ce que c'est sérieux ? Interroge notre journaliste. La Russie exprimera son mécontentement, elle menacera de recourir à des tirs, comme nous l'avons vu avec une intrusion aérienne il y a environ un mois. Il y aura des signaux, peut-être le déploiement de quelques missiles, mais je doute fort qu'ils nous attaquent. Le gouvernement de Stockholm est en train de revoir tous les aspects de sa politique de sécurité. Les résultats doivent être annoncés à la mi-mai. Des sources ont déclaré à Euronews qu'un vote au Parlement pourrait avoir lieu avant l'été afin que la Suède puisse se joindre en tant que pays entrant au sommet de l'OTAN à Madrid fin juin. La Suède et la Finlande sont membres de l'Union européenne, mais pas de l'OTAN. La guerre de Poutine en Ukraine réchauffe le débat. De plus en plus de gens veulent se mettre sous le bouclier protecteur de l'Alliance. Le reportage complet consacré à ce sujet est à découvrir à partir de ce soir sur Euronews et euronews.com. Voici un dispositif de fusion nucléaire thermodynamique permettant d'obtenir une énergie propre. Ce projet de recherche implique 2 scientifiques ukrainiens qui sont arrivés à Madrid après avoir fui l'invasion russe. Chaque jour, plusieurs fois dans la journée et même parfois toute la nuit, nous étions obligés de nous rendre dans le sous-sol de notre immeuble. Nous devions nous protéger des bombes. Pendant des décennies, ces chercheurs de Kharkov ont collaboré avec le centre de recherche du CIEMAT à Madrid. Cela a facilité le déménagement.
Il y a de très bonnes conditions de travail ici. Et nous avons aussi désormais de très bonnes conditions de vie. Le directeur du laboratoire national de fusion du CIEMAT a été le moteur de la venue de ces deux chercheurs à Madrid. Ils vivent une situation très compliquée car ils ont encore des proches qui vivent en Ukraine. Mais nous avons constaté que depuis un mois, depuis leur arrivée en Espagne, ils vont un peu mieux. Les deux hommes devraient rester au moins 1 an dans la capitale espagnole avant de retourner dans leur pays pour reconstruire ce que la guerre a détruit. Les scientifiques russes participent aussi depuis des décennies à ce projet, mais l'invasion de l'Ukraine a poussé les institutions à les expulser, du moins pour l'instant. Pour les scientifiques ukrainiens, il existe une plateforme qui leur permet de chercher des emplois dans différentes parties du monde. La plateforme Science for Ukraine a été créée par des chercheurs venant de différents pays. Ils ont de bons CV, ce sont des gens très compétitifs. L'une des chercheuses que nous avons incorporées ici dans notre centre a déjà reçu une offre pour rejoindre l'un des meilleurs centres du monde dans son domaine, en Suisse. Seule limite, la loi ukrainienne n'autorise que les chercheurs masculins de plus de 60 ans et les chercheuses féminines à quitter le pays. À Jérusalem, l'esplanade des mosquées à nouveau en proie à des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ce vendredi matin. Plus d'une quarantaine de personnes ont été légèrement blessées. Voilà 2 semaines maintenant que ce haut lieu saint de l'islam et du judaïsme est le théâtre de violents accrochages entre Palestiniens et forces de police israéliennes. Ces derniers affrontements interviennent alors que les fidèles musulmans célèbrent le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan. Il doit se terminer en début de semaine prochaine. Ce vendredi marque aussi Yom al-Quds al-Alami, ou la journée annuelle de défense de Jérusalem, telle que l'a initiée l'Iran dans la foulée de la révolution islamique de 1979. La visite de la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie saoudite. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Jeddah ce jeudi, où il s'est entretenu avec le roi et avec le prince héritier. La situation économique est difficile en Turquie, avec une inflation de plus de 60% en 1 an et des manifestations cet hiver. Erdogan recherche maintenant le soutien des pays du Golfe. Ankara et Riyad étaient brouillés depuis 4 ans, depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Il avait été tué dans son consulat à Istanbul. Le président turc avait dénoncé la responsabilité du gouvernement saoudien. Aujourd'hui, la justice n'est plus la priorité d'Ankara. Le tribunal a interrompu le procès par contumace de 26 suspects et transféré le dossier à Riyad. Une décision scandaleuse pour la veuve de Khashoggi. Elle a promis de faire appel. Amazon déçoit ses investisseurs. L'entreprise de commerce en ligne n'a pas réalisé les ventes espérées pour le premier trimestre 2022, avec quelques milliards de chiffres d'affaires en moins. Elle souffre de l'inflation et des pénuries dues au Covid et à la guerre en Ukraine, comme d'autres géants du web. Amazon est aussi confrontée à la nouvelle législation européenne encadrant les pratiques des leaders du numérique. Une sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale. 2 cosmonautes russes ont accompagné la mise en service d'un bras robotique long de 11 mètres. Un système européen de manipulation utilisé pour la première fois. La station est pilotée par la NASA avec l'Agence spatiale fédérale russe. Les Européens, les Japonais et les Canadiens participent également au programme. Un ciel orangé et des bâtiments enduits de poussière. Une tempête de sable frappe l'Irak et réduit la visibilité dans les rues de Bagdad. Ce phénomène s'est déjà produit plusieurs fois en avril, avec des conséquences sur la santé des habitants. Des dizaines de personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires. Dans de nombreux aéroports, les avions sont restés au sol.